Depuis plus de 10 ans, à chaque printemps revient l'événement Enlivrez-vous en mai, créé par une équipe de professeurs documentalistes du bassin de Thionville-Hayange pour créer une dynamique autour de la lecture chez les élèves de 3e et de lycée. Cette année, 17 établissements ont souhaité participer au concours et, en partenariat avec le Nest de Thionville, les classes participantes ont pu présenter sur scène et devant leurs 5 auteurs un extrait des livres sélectionnés par le jury. Le collège Catenomois a choisi un extrait de 3000 façons de dire je t'aime de Marie-Aude Muraille et Le jour où on a retrouvé le soldat Bottillon de Hervé Giraud. Alors il y en a eu deux, il y en a eu une qui était un peu statique par rapport à mon livre, une qui était un petit peu statique. Alors évidemment quand on lit son petit papier, parce que c'est de la lecture à voix haute et non pas du théâtre, le risque c'est de baisser les yeux et de rentrer la voix. Donc au théâtre la voix doit passer la rampe, donc effectivement il faut regarder en face. Et la deuxième, eh bien, ils avaient mis en scène, donc c'était beaucoup plus dynamique et ils osaient davantage. Donc je pense que même la lecture à voix haute, elle ne doit pas rester, c'est pas le bonhomme figé derrière son pupitre. Il faut libérer le geste, voilà. Et donc là, toutes les prestations où le geste suivait la voix, ça passait beaucoup mieux. Ce qu'ils ont fait du texte, il y a un gros boulot parce qu'ils ont fait un travail de découpage en prenant des parties à des moments différents et en résumant l'histoire. Je trouve que c'est pas mal. Et puis le va-et-vient des acteurs. Ouais. Alors il y a une remarque, ils auraient très bien pu s'affranchir des documents papier qu'ils avaient sur eux parce que la plupart connaissaient leur texte par cœur. Et ça aurait permis plus de liberté. En même temps, ça donne une contenance de tenir une feuille. Le théâtre, c'est être soit un autre, c'est difficile, c'est sûrement leur première scène, il y a du monde. Puis c'est les copains, hein. C'est pas des gens qu'on connaît pas, c'est des gens qu'on va revoir après. C'était un exercice extrêmement périlleux et voilà, je trouve ça très audacieux de leur part de l'avoir joué, d'avoir des professeurs, d'avoir donné l'élan pour faire ça. Vraiment les gens ont bossé. Alors c'est hyper gratifiant, moi j'avais presque la larme à l'œil quand ils ont lu mon texte. En plus c'est un texte qui est dur, que j'aime pas relire, parce que je trouve qu'il est dur. Enfin l'histoire que j'ai écrite m'effraie un peu. Et là voilà, de l'écouter joué par des gamins ailleurs, à Thionville, il y a de l'émotion. Je pourrais écrire sur ce que j'ai vécu ce matin. On sait maintenant que les jeunes, ils ont quand même du mal à lire. Là, je trouve qu'ils ont très bien lu. Et je sentais beaucoup quand même le travail des enseignants pour les motiver. Et c'est gratifiant pour l'auteur, parce que c'est vrai que c'est toujours une autre dimension quand c'est des élèves qui lisent son texte. Mais pour les jeunes, moi je dis que je voudrais donner le goût de lire, le goût d'écrire, mais aussi de s'exprimer. Et souvent quand je vais dans les classes, j'aime bien que tous les jeunes s'expriment et qu'il n'y en ait pas un seul qui reste à ne pas avoir parlé, parce que c'est aussi l'assurance dans la vie, ça. Alors en ce qui concerne la représentation qu'ils ont faite de Nostalgia, que j'ai trouvée exceptionnelle, parce que ça voulait dire un découpage du texte, ça voulait dire comprendre le texte de l'intérieur. J'ai trouvé que les acteurs, les comédiens, les élèves étaient très centrés dans le texte. J'ai trouvé ça formidable, absolument formidable. Je trouve la manifestation formidable en général, mais ce qu'ils ont fait de mon texte, j'ai trouvé ça à la limite du professionnalisme. Suite aux représentations, les auteurs se sont prêtés au jeu des questions de lecteurs qui, curieux, ont souhaité revenir sur les débuts des écrivains et sur ce qui leur a donné l'envie d'écrire. Je suis d'une famille d'écrivains, donc en fait, sans doute l'imitation à jouer, mais surtout, comme je dis aux enfants, je me faisais chier. Donc je leur dis que c'est pour ça que je suis cultivée. Donc en réalité, je lisais et j'écrivais, parce que autrement, c'était la télévision en noir et blanc avec Zorro, et j'avais déjà vu l'épisode. Donc voilà, plutôt que de tourner en rond l'imaginaire, hein, ça vous ouvre toutes les portes et toutes les fenêtres. Je pense que dans la vie, on est construit par ce qu'on nous apporte ou par ce qu'on n'a pas. Et très petite, j'avais eu l'occasion de comprendre la difficulté de quelqu'un qui ne savait pas écrire. Et à ce moment-là, je me suis passionnée pour l'écriture. Et pour la lecture, évidemment, parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'écrivain lit, et le grand lecteur est souvent un écrivain, même s'il n'est pas... Et il faut des écrivains dans toutes les familles, pour soigner les blessures familiales, pour cultiver la terre, pour brasser les souvenirs. Donc en fait, on s'apercevra qu'il doit y avoir un écrivain dans chaque famille.
Alors, plutôt qui m'a donné envie d'écrire ? Ma maîtresse d'école, mes 2 maîtresses d'école quand j'étais en CP, celle qui m'a appris à lire, à écrire, que je n'oublierai jamais, et celle de CM1, CM2 qui m'a donné le goût des livres et des mots. Et quand j'ai compris que des mots ajoutés les uns aux autres faisaient une phrase et que je pouvais communiquer et donner le papier, j'ai eu envie d'écrire. J'étais au CM2 et j'ai fait un texte en prose sur un odieux assassinat de bébé phoque sur la banquise avec une maman phoque qui se sacrifie pour sauver ses bébés. Donc j'avais fait ça sur une dizaine de lignes et la maîtresse, qui était très belle, qui s'appelait Irène, avait pleuré en lisant ma poésie quand je suis venu lui apporter au bureau. Et elle n'a pas pleuré à cause de la quantité de fautes, mais elle a pleuré à cause du contenu. Et je me suis vraiment rendu compte qu'à travers les mots, l'écriture, il y avait des choses à faire passer, en tout cas aux jolies filles, elle était très belle. Après je l'ai montré à ma mère. Ma mère a eu pareil la même réaction, un peu une petite larme. Oh, c'est très joli, ce que tu fais. Et puis après ma grand-mère, ma tante, toutes les femmes que j'ai rencontrées le jour de la fête des mères, où traditionnellement dans la famille on se réunit. Et je me suis vraiment rendu compte que là il y avait un truc avec le pouvoir des mots. Si leurs débuts et leurs premières expériences d'écriture diffèrent, les auteurs s'accordent tous sur l'importance des livres et de la lecture. En particulier Marie-Aude Muraille, qui a collaboré à la publication de méthodes de lecture pour les CP, qui écrit 2 livres pour initier les non-lecteurs au plaisir de la lecture, et qui intervient très régulièrement dans les écoles de zones d'éducation prioritaire. Eh bien, c'est ce qu'avait dit un professeur à ma fille quand elle avait 17 ans et qu'elle reculait devant l'idée de faire de grandes études un peu difficiles. Il lui avait dit « Mademoiselle, vous avez beaucoup reçu, maintenant vous allez donner ». Eh bien, je crois que c'est ça. J'ai beaucoup reçu et donc j'essaie de transmettre. Je sais que livre et libre, il n'y a qu'une seule lettre de différence et que ce n'est pas un hasard. Livre et libre, je leur dis, c'est parfois comme ça et sauf. Donc la liberté de penser, c'est d'abord la liberté de tout lire. Et il est clair que dans tous les pays comme des dictatures, etc., dès que on veut interdire la pensée, on commence par détruire les livres. C'est quand même quelque chose qui doit vous mettre la puce à l'oreille, ça, non ? La liberté, c'est dans les livres. À l'issue de la journée, c'est Claire Mazard qui a remporté le prix des lecteurs avec son roman Une arme dans la tête, l'histoire d'un adolescent africain qui tente d'oublier les horreurs qu'il a commises lorsqu'il était enfant soldat. Ce qui m'a surtout intéressée, bon évidemment c'est de parler des enfants soldats, mais je voulais surtout montrer qu'en France il y a des gens qui nous entourent, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas du tout le passé, et ça m'a beaucoup intéressée de montrer qu'il pouvait y avoir un enfant soldat dans une classe, les enseignants ne le savent pas, les camarades ne le savent pas, et sa difficulté à s'intégrer, et en plus il ne peut pas parler, il ne peut pas le dire, il ne peut pas se confier, et c'était ça surtout qui m'intéressait en fait. J'ai écrit beaucoup de livres sur les droits des enfants. Donc là, les jeunes qui ont joué tout à l'heure ont bien rappelé que c'était des droits, qu'il y avait une convention pour que les enfants ne fassent pas la guerre. Et ça m'a travaillé plus ou moins pendant très longtemps dans la tête. Et puis un jour, j'ai écrit Une arme dans la tête. Depuis quelques années, beaucoup de commerces de proximité se voient obligés de fermer, incapables de faire face à la concurrence des grandes enseignes. Pourtant, de plus en plus de familles recherchent le contact et le conseil des commerçants pour manger mieux et plus sain. C'est comme ça qu'Amélie Gandon, fidèle adhérente de la médiathèque de Cattenom et conseillère municipale à Fixem, a eu l'idée de créer un marché artisanal dans son village. Donc moi j'ai toujours fait les marchés pour moi et ma famille, et j'ai toujours voulu, donc du coup depuis que je suis conseillère municipale, ça fait 1 an à peu près, j'ai toujours eu cette idée de fonder un marché ici à Fixem. Et donc voilà, l'idée a fait son petit chemin et j'ai fini par démarcher en fait des producteurs au marché où moi j'allais habituellement. Et puis en lançant un petit peu l'idée comme ça au départ, en faisant un sondage, parce que l'idée c'était de faire un marché donc nocturne pour les gens qui travaillent, etc. Et puis l'idée a pris auprès des producteurs. J'en ai parlé au conseil municipal, tout le monde était assez ravi. Donc l'idée c'était de favoriser un maximum le local. Donc petit à petit, donc on a vraiment un peu de tout, boucher, charcutier, fromager, maraîcher, boulanger, miel, confiture, et traiteurs divers. Si la municipalité a soutenu l'initiative aussi massivement, c'est qu'en plus de l'aspect pratique du marché local, il y avait un côté humain non négligeable. Sur les premiers marchés, des gens m'ont dit spontanément on n'a pas obligé d'attendre la fête du cochon de lait pour se rencontrer. Et effectivement, moi-même, j'ai rencontré des gens que je ne voyais plus depuis très longtemps.
voilà, la logique du travail frontalier et du travail tout court, hein, c'est qu'on rentre le soir, on rentre chez soi, on rentre la voiture dans le garage et puis on fait ce qu'on a à faire, on ne ressort pas dans le village. Sauf quand on a des enfants à l'école, quand on va chercher les enfants chez la nounou, etc. Mais donc finalement, les gens se retrouvent, personnes âgées, jeunes couples, tout le monde se retrouve un petit peu sur ce marché, c'est ça qui est vraiment très très sympa. C'est sûrement pour nous l'aspect le plus important, puisque les affaires sont les commerçants qui les font. Nous faisons, disons, un petit bénéfice pour permettre d'installer le marché. On a acheté du matériel, des tourets, on a fait de la publicité, donc tout ça, ça a un certain coût. Mais l'aspect le plus important pour nous, en tant qu'équipe municipale, c'est vraiment le côté humain, le fait que les gens se rencontrent, et le plaisir. Et puis, et le plaisir de retrouver une façon, à mon avis, plus saine de faire les courses. On va chez un commerçant, on discute avec lui, il nous conseille, et ça, je crois que c'est vraiment, à mon avis, un retour à des valeurs plus saines. Après quelques semaines de fonctionnement, les commerçants ont réussi à se créer une clientèle fidèle, grâce à ce côté humain, mais aussi grâce à l'originalité de certains produits ou la qualité exceptionnelle d'autres. Alors c'est un projet qu'on avait monté donc avec mon époux. Au départ, on devait partir faire des chambres d'hôtes dans le Gers. Et puis les chambres d'hôtes ne se sont pas fait, mais on a gardé le projet de faire les confitures du terroir. Donc on fait principalement tout ce qu'on a dans le jardin et dans les vergers, aux alentours. Donc on habite Garches. Et comme il commence à y avoir pas mal c'est pas de la concurrence, mais des gens qui ont eu la même idée que nous. Donc en fait, on essaye de faire des produits qu'on n'a pas chez nous. Par exemple, l'exclusivité du citron de Menton. Donc on a trouvé un petit producteur à Menton qui nous fournit le citron et qu'on fait avec la recette vraiment de Menton. Et ceci avec d'autres recettes comme la prune du sud-ouest, l'abricot du Roussillon, enfin toutes des choses comme ça pour justement égayer les papilles des gens. Je suis une gamme de saucissons qui vient de Lyon. Ça c'est Foria-sur-Coisse, qui est une grande qualité. On a notre spécialité qui est l'extra maigre. Et on a plusieurs variétés de saucissons. Disons que j'ai été crémier 42 ans à Villerue, avec des produits déjà au lait cru, de qualité. Mais là, on avait, disons, une crèmerie et un camion magasin. Donc on vendait fromage, fromage blanc et yaourt en plus, et charcuterie sur les marchés. Et là, je suis en retraite donc depuis 4 ans. Et là, il y a 1 an et demi, j'ai commis créé des entreprises auto-entrepreneurs. Je me suis relancé dans le fromage en limitant à 20 sortes de fromages au lait cru, les meilleurs. Vous aurez l'occasion de découvrir certains de ces commerçants au marché artisanal des Estivales de Cattenom les 6 et 7 juin prochains. La traditionnelle fête du feu allemande a été célébrée en beauté par l'école maternelle Marie-Laure Marsan de Zensich. Couplée avec un rallye qui a permis aux parents et aux enfants de découvrir ou redécouvrir l'histoire du village, la fête a été une occasion pour les familles de partager un moment ludique en plein air avant de se regrouper autour d'un barbecue convivial. On fait la fête de feu, ça s'appelle Osterfeuer normalement. C'est pour chasser le mauvais temps et pour dire bonjour au printemps, le bon temps. Et ça se fait avec un feu. Et à la fin, on fait le pain avec le feu. Par contre, c'est compliqué, ça dure très longtemps. On va le faire avec les chamallows. Alors on organisait ça tout d'abord pour rassembler les villageois autour d'une fête allemande, vu qu'on est en trilingois. Et en fait, trilingois, c'est vraiment pour apprendre l'allemand dans les écoles. C'est organisé, c'est plébiscité aussi par la commune. C'est la commune qui nous paye. On a la chance d'avoir Yeshim et Dania et aussi Anne-Catherine, je crois qu'elle s'appelle, Marie-Catherine. Donc pour rendre aussi hommage en fait à nos Allemandes et à leur culture, on fait une fête. Donc cette fête-là, elle change un petit peu des fêtes de la lanterne qu'on fait au mois de novembre. Là, c'est pas la fête de la lumière, c'est la fête du feu. Et pour rassembler tout le monde autour de ça, on a voulu
voulu vraiment donner une tonalité un peu joviale et autour d'un rallye pour qu'en fait on puisse reconnaître notre village, la Pietà par exemple que certains vont découvrir derrière l'église, les petites croix qu'il y a à droite à gauche dans le village et voilà, donc ce petit rallye c'est vraiment pour que tous les parents soient ensemble autour avec leurs enfants dans le village et puis voilà. Originaire des Vosges, Alain Schneider a su faire son chemin dans le monde musical jusqu'à devenir aujourd'hui un grand nom de la chanson jeune public. Avec 5 albums à son actif et de nombreux prix remportés, c'est pourtant en toute simplicité qu'il a interprété ses chansons devant le public de l'espace culturel Victor Hugo. À l'issue du spectacle, nous avons confié notre caméra et notre micro à 2 jeunes spectateurs pour une interview simple et nature du chanteur. Avant, j'étais compositeur. Donc je créais des musiques, arrangeur, je les arrangeais, je les orchestrais. Donc tu sais, quand on met des flûtes, plutôt de la guitare électrique, de la basse, des violons, classiques, jazz, voilà. J'étais compositeur-arrangeur. Je faisais ça tout le temps. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens qui sont des éditeurs, comme Actes Sud, Gallimard, Bayard, enfin surtout Milan aussi, et qui m'ont demandé de faire des chansons. Et puis c'est parti de là. Et j'ai commencé à écrire des chansons, et puis ça tombait bien, parce que quand tu vois, comme j'ai 4 filles, donc je faisais des petites choses comme ça, mais voilà, et puis c'est parti, voilà, puis j'ai signé avec une grande maison de disques, et puis voilà. Et puis c'est parti mon kiki, voilà comment c'est arrivé. Auteur, compositeur et interprète, il écrit ses chansons pour tous les âges de l'enfance, des plus petits jusqu'aux préadolescents. Sans tomber dans la facilité et la simplicité, ses textes sont plus proches de ceux de Trenet ou Prévert, offrant ainsi une première lecture aux enfants et une seconde aux parents. Et quelles sont vos principales sources d'inspiration ? Tout, monsieur. Tout, c'est-à-dire toi, ton âge, mon âge, quelqu'un de très vieux, quelqu'un de très jeune, mes souvenirs d'enfance. Tu vois, j'essaye de redescendre un petit peu je ferme les yeux comme ça, puis qu'est-ce que je faisais par exemple quand j'étais dans les Vosges, à Ron-l'Étape, mes souvenirs d'enfance. Je regarde mes filles aussi. Donc, tu vois, je les regarde faire et puis j'ai envie de m'amuser. J'ai envie aussi de dire des choses à des gens comme toi. D'accord. C'est quelle catégorie, toi? T'es pas enfant, toi? T'es pré-ado? Si, t'es grand... T'es un grand pubère, ça s'appelle. Hein. D'accord. J'ai bientôt 12 ans. Voilà, à 12 ans, bah ouais, ça y est, bon, t'es presque un vieillard. Donc, j'ai envie de dire des choses aussi. C'est-à-dire de réussir à dire des choses légères. Non, c'est le contraire. Attends, on recommence. Dire des choses, témoigner de choses qui peuvent être lourdes, mais de façon légère. Par exemple, on peut parler de la guerre, on peut parler de la mort. J'ai une chanson qui s'appelle Le vieil éléphant, où en fait je rencontrais un monsieur qui était sénégalais dans ma rue, à Paris, et il balayait le trottoir tous les matins. Je le rencontrais, on discutait, parce qu'on était copains. Et puis je lui dis mais ça doit être dur, vous avez votre famille ici parce que c'est un métier quand même difficile, ramasser, balayer la rue, tu vois un peu quoi. C'est un métier difficile. Et il me disait non, ça m'embête pas et j'ai mis toute ma famille et mes enfants qui sont au Sénégal en Afrique. Je dis mais vous les voyez jamais alors? Il me dit non, je les vois jamais, mais ce qui m'embêterait le plus, c'est de pas mourir chez moi. Et mon vœu le plus cher, c'est d'aller mourir chez moi en Afrique. Et ça m'avait bouleversé cette histoire parce que ça ne le dérangeait pas de faire ça. Au contraire, il fallait qu'il travaille pour envoyer l'argent à sa famille. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien écrire une chanson là-dessus. Le symbole de l'Afrique, c'est quoi? L'animal qui représente l'Afrique. L'éléphant. T'es d'accord? L'éléphant, est-ce qu'il est amené parfois à faire un métier ridicule et difficile? Oui, quand on le met dans un cirque et qu'on lui fait faire des idioties comme lever la patte avec sa trompe, t'es d'accord? Donc c'est un métier humiliant et crétin. Donc voilà, j'ai fait les chansons qui s'appellent Le vieil éléphant et qui voulait aller mourir en Afrique. Alain Schneider continue son chemin de rencontres en concert. Pour voir ou revoir son spectacle, rendez-vous sur son site internet rubrique concert. On se met des claques partout, fanatiques, ils ont des tocs, que l'on se gratte, ils s'en moquent, du Big Bang à notre époque, leur musique annonce les cloques, où ça, là où ça t'attaque, où ça, là où ça te pique, où ça, là où ça te gratte, où ça, les moustiques, ça t'accade, ça la galou, ça la galou. Les femelles, on nous le cache,
par les moustiques à moustache. Nous pique-niques, nous font la chasse, ce sont elles les plus voraces. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, on se tape, on se gratouille, on assassine, on écrabouille, on gigote comme des andouilles. Où ça, ça, là où ça te tape, où ça, ça, là où ça te pique, où ça, ça, là où ça te gratte, où ça, les moustiques, ça te ça régaloute, ça régaloute, ça régaloute, ça régaloute, ça régaloute, ça régaloute.